Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Marie-Élodie Ancel et avec les professeurs Geneviève Sommier et Florence Guillaume, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette session de la Codifie. Nous avons décidé d'y discuter des principes de la haie et de leur adaptation aux évolutions récentes du monde numérique. Alors, avant d'entrer en matière et en discussion, quelques mots rapides pour commencer sur les principes de la haie. Ce sont des principes qui portent sur le choix de la loi applicable aux contrats commerciaux internationaux. Ces principes ont été adoptés en 2015, il n'y a donc pas si longtemps, et il s'agit du premier instrument juridiquement non contraignant de la conférence destiné à promouvoir l'autonomie de la volonté dans les contrats commerciaux internationaux. Il s'agit donc d'un texte de droit souple. Il a déjà été pris en compte au Paraguay et en Uruguay. Il a aussi une certaine influence auprès des arbitres et des centres d'arbitrage. Mais en tant qu'instrument juridiquement non contraignant, il n'entrave pas et il ne contraint pas les législations nationales qui peuvent donc ne pas en tenir compte ou s'en écarter sans aucune difficulté. Cependant, les principes de la haie ont un effet de modèle et c'est pour cette raison qu'il est pertinent de se demander s'ils tiennent suffisamment compte des évolutions récentes du monde numérique, s'ils demeurent une source d'inspiration pertinente et convaincante pour le monde entier. Donc, ce qui va m'amener aussi à dire quelques mots sur cette référence aux évolutions récentes du monde numérique. À cet égard, nous avons essentiellement considéré deux secteurs très dynamiques dans le monde numérique. D'une part, le commerce électronique, qui est en croissance constante à l'échelle mondiale. Selon des statistiques, il représentait plus de 9 000 milliards de dollars américains en 2019, ce qui est déjà impossible à concevoir, et il va continuer de croître dans l'hémisphère nord et aussi à une cadence sans doute plus élevée dans l'hémisphère sud. La tendance récente de ce commerce électronique, c'est qu'il implique de plus en plus les PME, les petites et moyennes entreprises, qui souvent vont être confrontées à des acteurs importants, les géants du web, comme on dit parfois, qui gèrent au niveau mondial des plateformes de commerce en ligne ou des services de référencement. Il y a donc un essor de ce commerce électronique, mais il est de plus en plus intermédiaire et fréquemment asymétrique dans les relations contractuelles entre les PME d'un côté et les géants du web de l'autre. L'autre secteur économique qui a attiré notre attention, c'est le secteur qui est lié à ce qu'on appelle la technologie de registre distribué, ou la DLT en anglais, qui a permis l'apparition des blockchains, ou chaînes de blocs en français. Les activités économiques qui découlent de cette technologie de la DLT pèsent moins lourd pour l'instant dans l'économie mondiale que le commerce électronique, mais le potentiel de croissance de ces activités est très élevé. Et il pourrait d'ailleurs se conjuguer à celui du commerce électronique, car la technologie de la blockchain est employée pour réaliser des paiements, et notamment grâce aux crypto-monnaies comme le Bitcoin. Alors, la DLT se prête à diverses applications, parmi lesquelles les crypto-monnaies, je viens de citer le Bitcoin, mais il y en a d'autres, les smart contracts, les actifs numériques, fongibles ou non fongibles. L'important, c'est que cette technologie repose sur une caractéristique qui est d'être, d'une part, décentralisée et d'autre part, d'impliquer très souvent l'anonymat ou le pseudonymat des participants à la technologie. Alors, il faut quand même dire quelques mots de plus sur les applications pertinentes de cette technologie dans le domaine des principes, donc dans le domaine contractuel. Et pour cela, je vais passer la parole à Florence Guillaume. Florence. Merci beaucoup, Marie-Élodie, pour cette introduction. Alors, quelques mots par rapport justement aux différents biens ou droits qui sont constitués à l'aide de la technologie blockchain. Et je vais commencer par dire deux mots par rapport au smart contract. Par rapport au smart contract, la question de l'application des principes pourrait se poser par rapport aux différents types de smart contracts qui existent. Et dans ce cas-là, j'aimerais distinguer trois types de smart contracts, très brièvement. Premièrement, les smart contracts qui sont liés à un contrat sous-jacent, un contrat de base, un contrat classique. Et dans ce cas-là, le smart contract est uniquement, en quelque sorte,
une exécution du contrat, exécution qui se fait donc par l'intermédiaire de la technologie blockchain. Alors, dans ce cadre-là, l'application des principes présente a priori peu d'intérêt dans le sens que si le smart contract est uniquement un moyen d'exécuter le contrat de base, si je peux dire ça ainsi, eh bien, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est-à-dire que la loi qui sera déterminée comme étant applicable au contrat va également s'appliquer aux questions qui ont trait à l'exécution et à une exécution du contrat par l'intermédiaire de la technologie. Donc, on a, après discussion, décidé d'écarter ce cas de base, c'est-à-dire le smart contract, qui est simplement un moyen d'exécuter un contrat de base, parce qu'il ne présente pas des problèmes particuliers par rapport au principe. Par contre, il y a un autre type de smart contract qui pourrait être intéressant, c'est l'hypothèse où le smart contract est une reproduction dans l'espace numérique d'un contrat qui est conclu dans le monde physique. Donc, c'est simplement un contrat miroir qui reprend exactement les termes du contrat de base. Dans ce cas-là, on a deux contrats identiques en quelque sorte, c'est-à-dire un contrat classique et d'un autre côté un smart contract qui est une reproduction, encore une fois, du contrat classique. Bon, ça pose des questions particulières, mais on a aussi choisi de laisser de côté cette problématique-là. La principale question souvent qui va se poser au niveau juridique, c'est de savoir quel contrat mettre. Finalement, est-ce que c'est le contrat classique qui est déterminant ou est-ce que c'est le contrat, le smart contract, le contrat numérique qui a la portée juridique la plus importante. Bon, on va laisser de côté ce point qui n'est pas non plus fondamental pour l'application des principes. Et finalement, on a considéré essentiellement le troisième type de smart contract, c'est-à-dire le smart contract à proprement parler, smart contract qui est uniquement constitué par un code et qui ne s'appuie pas donc sur un contrat physique ou classique. Dans ce cas-là, on a donc un accord des parties qui est uniquement formalisé en ligne dans l'espace numérique. Par exemple, ça peut être un smart contract qui prévoit le transfert automatique de 5 Ethers contre 1 Bitcoin si le prix de l'Ether atteint un certain niveau. Ce serait ce type de contrat ou d'autres, mais je vous ai pris un exemple extrêmement simple. Alors, dans ce cas-là, il faut se poser surtout la question de savoir si ce type de smart contract a une portée juridique. C'est une question qui est très controversée et certains droits nationaux commencent à considérer que ce type de smart contract a une portée juridique. Donc, il est important dans ce cadre-là qu'on puisse, cas échéant, choisir la loi d'un État qui, précisément, accorde une portée juridique à un tel smart contract. Donc, dans ce cadre-là, l'application des principes serait intéressante, parce que si on peut considérer que le smart contract entre dans le champ d'application des principes, alors ça serait intéressant de pouvoir justement choisir la loi applicable à ce type de contrat pour choisir la loi d'un État qui permet de donner un effet juridique à ce type de smart contract. Si on ne peut pas choisir la loi applicable, si on n'admet pas l'élection de droit dans ce cadre-là, par l'intermédiaire des principes ou par une autre règle de droit, le problème, c'est qu'on aura de la peine à attacher le smart contract à un État particulier, dans la mesure où le smart contract est uniquement formalisé dans l'environnement numérique et n'a pas d'exécution dans le monde physique. Donc, ça va être très difficile de le rattacher à un État, ça va être très difficile de déterminer s'il a une portée juridique propre et il y a une certaine insécurité juridique. C'est pour ça que dans ce cadre-là, l'application des principes serait extrêmement intéressante. Un autre élément intéressant, c'est l'utilisation de crypto-monnaies. Comme l'a dit Marie-Élodie tout à l'heure, le paiement par l'intermédiaire de crypto-monnaies, est-ce que ça peut avoir une influence sur l'application des principes de l'AI? Bien, de ce point de vue-là, on peut remarquer qu'il est tout à fait possible, dans certains cas, de se libérer d'une obligation de paiement au moyen d'un paiement en crypto-monnaie, mais ça va dépendre de la loi applicable. Donc, c'est la loi applicable qui va déterminer si on peut se libérer en payer par le biais des crypto-monnaies. Donc, là aussi, c'est intéressant de pouvoir choisir la loi applicable aux effets de la monnaie sur la dette pour choisir une loi qui permet de payer en crypto-monnaie. Donc, un paiement en crypto-monnaie est un effet libératoire. Dans ce cadre-là, la règle la plus intéressante des principes, c'est probablement celle qui figure à l'article 2, paragraphe 2 des principes de l'AI qui permettent le dépeçage du contrat. Donc, il est possible de prévoir, par exemple, que le paiement soit régi par une loi selon laquelle le paiement en crypto-monnaie a un effet libératoire. De ce point de vue-là, ça serait une application intéressante des principes. Donc, surtout, prévoir que la loi qui s'applique au paiement ait un effet libératoire. Encore, il y a peu de lois qui le permettent, et ce serait intéressant. Maintenant, par rapport à d'autres types de cryptoactifs, donc par exemple, actifs qui représentent ou qui sont rattachés à des actifs sous-jacents du monde réel,
par exemple, qui sont rattachés à un bien meuble ou à un immeuble, ou alors des cryptoactifs qui ne sont pas rattachés à un actif qui existe dans le monde réel, mais qui sont rattachés uniquement à des actifs sous-jacents qui sont dans le monde numérique. On pense bien sûr aux NFT. Bien, dans ce cadre-là, l'application des principes de la haie semble moins intéressante dans la mesure où l'essentiel des questions qui se posent sont des questions qui relèvent des droits réels. Donc la question, ça va surtout être de savoir dans quelle mesure le transfert a un effet de droit réel. Est-ce qu'il y a un transfert de la propriété, quand bien même il n'y a pas, par exemple, de transfert de possession du bien, quand bien même le bien ne peut pas être matérialisé, quand bien même il n'y a pas de localisation possible. Est-ce qu'on a effectivement un transfert du droit de propriété qui s'effectue? Donc, ce sont des questions qui relèvent essentiellement des droits réels, raison pour lesquelles on ne les a pas traités davantage dans le cadre de cette présentation-là. L'élément qu'on peut quand même indiquer, c'est que ce sont des questions qui sont souvent très proches de celles qu'on trouve dans le domaine des titres intermédiaires. Et dans ce domaine des titres intermédiaires, il y a une convention de la Haye qui existe. Et cette convention de la Haye présente la particularité de prescrire l'application de la loi d'autonomie. Cette loi d'autonomie, la loi choisie entre un investisseur et son intermédiaire dans la convention de compte, va s'appliquer à toutes des questions de droit réel qui auront des effets erga omnes, donc également à l'égard de tiers. Donc de ce point de vue-là, cette convention de la Haye sur les titres intermédiaires pourrait avoir une certaine influence, pourrait servir de modèle si on devait adopter un instrument pour les cryptoactifs, notamment les aspects de droit réel des cryptoactifs. Mais bon, ce n'est pas la question qui nous intéresse aujourd'hui, donc on a laissé cette question de côté, mais on retiendra au moins un élément, c'est que ce n'est pas impossible qu'on trouve une élection de droit dans un cryptoactif, dans le code du cryptoactif, et cette élection de droit pourrait peut-être éventuellement avoir un effet à l'égard de tiers, comme cela est prévu dans la Convention de la Haye sur les titres intermédiaires, si on devait adopter un jour un instrument international qui va dans ce sens-là. Merci beaucoup, Florence. Alors, si je résume cette introduction très instructive grâce à vos commentaires, compte tenu de l'importance du commerce électronique actuel, compte tenu aussi du développement de cette technologie de registre distribué, on se dit que, même avec les réserves que vous venez de formuler, que tout texte qui porte sur les contrats internationaux devrait être adapté à ce monde numérique et à ces dernières évolutions. Et la question que l'on se pose, que l'on voudrait traiter ensemble, c'est est-ce que c'est bien le cas des principes de la Haye qui sont centrés sur le choix du droit applicable par les parties pour régir leur contrat? A priori, on pourrait se dire oui, bien sûr, l'autonomie de la volonté, et vous venez de l'évoquer, en fait, Florence, à plusieurs égards, apparaît comme une solution adaptée, parfaitement adaptée au monde numérique, puisque le rattachement physique, au contraire, lui, apparaît peu significatif. Le rattachement physique à un territoire apparaît peu significatif, voire aléatoire, et parfois totalement inconnu ou imprévisible. Si bien que la résolution du conflit de loi par les parties elles-mêmes apparaîtrait comme la solution miracle portée par les principes. Toutefois, cette première appréciation très intuitive mérite d'être vérifiée. C'est ce que nous allons faire toutes les trois, en commençant par discuter du champ d'application même des principes, champ d'application qui se trouve exposé à l'article 1er que je vais afficher maintenant à l'écran. Voilà, le champ d'application des principes, en commençant peut-être par discuter du fait que les principes se concentrent sur les contrats commerciaux, qu'ils excluent donc, comme on le voit à l'article 1, paragraphe 1, les contrats de consommation et les contrats de travail, avec cette question que je voudrais vous poser, est-ce que c'est pertinent d'exclure du champ d'application des principes les consommateurs et les travailleurs, mais d'y inclure les PME qui peuvent être tout aussi vulnérables dans leur rapport contractuel avec les géants du commerce électronique? Florence, si vous voulez prendre la parole. Alors, bien volontiers. Par rapport à cette notion de contrats commerciaux et l'exclusion des consommateurs, eh bien, si on devait appliquer cette exclusion par exemple au smart contract, comme on a parlé tout à l'heure, ça poserait un certain nombre de difficultés, principalement du point de vue de l'identification des parties.
dans la mesure où très souvent les transactions sont faites sous couvert d'anonymat, ou en tout cas de pseudonymat, on aura de la difficulté dans bien des cas à identifier l'autre partie, donc à savoir s'il y a un consommateur. De ce point de vue-là, c'est déjà un élément un petit peu compliqué d'être sûr qu'on est dans une relation qui est, cas échéant, couverte par le champ d'application des principes. Alors, dans certains cas, ça serait un peu plus évident. Par exemple, si on a un smart contract qui est conclu entre deux DAO, donc entre deux Decentralized Autonomous Organizations, probablement qu'on sera dans une situation où il y a un contrat commercial et qu'on ne pourra pas entrer dans la notion de contrat conclu avec un consommateur notamment. Mais dans bien des cas, ça serait difficile donc de savoir ce qu'il en est. À ce titre, j'aimerais juste mentionner un point, c'est que les principes s'appliquent donc aux contrats commerciaux, indépendamment des moyens par lesquels le contrat a été conclu. Donc, ça signifie qu'on peut appliquer ces principes, notamment à des contrats qui sont conclus par des moyens électroniques. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, ça entrerait, les smart contracts pourraient entrer dans le champ d'application des principes. Encore faut-il être sûr qu'on n'est pas dans un des cas exclus. Merci beaucoup, Florence. Geneviève, à vous la parole. Merci, Marie-Élodie. Donc, moi, je voudrais plutôt revenir un peu sur la distinction des contrats commerciaux par rapport aux contrats, notamment avec les consommateurs. Donc, la distinction qu'on appelle B2B et B2C, et qui, je pense, dans le monde numérique, est plus difficile à justifier, donc cette distinction, que les principes présents dans le premier article pour son champ d'application. D'une part, on peut dire que le monde numérique a donné naissance à une foule de contrats C2C, donc entre consommateurs qui ne sont pas a priori protégés par le droit de la consommation classique et donc pas exclus, mais qui semblent exclus du champ d'application des principes. Il y a aussi le phénomène qu'on appelle des faux particuliers, qui cherchent à éviter la réglementation donc du droit de la consommation ou des permis et qui sont difficiles à identifier. Donc, le monde numérique donne naissance à des relations, des transactions qui n'existaient pas dans le monde réel ou le monde matériel. Mais même dans le B2B plus classique, la présomption de l'égalité des pouvoirs de négociation a toujours été une fiction. Cette présomption est parfois réfragable dans certains droits nationaux, notamment au Québec, par exemple, où les adhérents ne sont pas liés par des clauses déclarées abusives, même dans un contexte B2B. Mais dans le monde numérique, comme l'a dit Marie-Élodie en introduction, les PME prennent de plus en plus de place dans le B2B et le risque d'exploitation de ces PME mérite peut-être qu'on reconsidère cette présomption de l'égalité des parties sur lequel repose la définition du champ d'application des principes. Juste pour ajouter quelques détails là-dessus, en ce moment, les transactions électroniques dans le marché B2B sont encore à leur début. En comparaison avec le B2C, les sites transactionnels B2B sont encore peu nombreux, mais la valeur économique de ces échanges dépasse déjà celle du B2C. Le développement du B2B électronique s'est notamment accéléré durant la pandémie et sa croissance future est prévue avec un rôle important pour les PME. Il existe, par exemple, depuis quelques années, des plateformes pour le B2B, notamment le Amazon Business, lancé en 2015 et vraiment en place depuis 3 ou 4 ans, qui est accessible aux commerçants dans 9 pays, dont notamment le Canada, les États-Unis, la France, mais aussi l'Inde, qui, pour les PME, est un marché extrêmement en croissance. Donc, pour répondre à cette nouvelle réalité, donc des différents participants dans le B2B, les principes de la haie pourraient peut-être être plus nuancés par rapport à la présomption d'égalité contractuelle dans le monde numérique, tout en reconnaissant que cette reconsidération pourrait nuire à la prévisibilité, qui est un objectif fondamental du principe d'autonomie. Merci beaucoup, Geneviève. Si maintenant on passe au deuxième paramètre, si on peut dire, du champ d'application des principes, il s'agit de l'internationalité telle qu'elle est définie ou présumée, en fait, plus exactement, à l'article 1, paragraphe 2 des principes. Est-ce que, enfin, on voit bien qu'ici, l'internationalité de tout contrat commercial au sens du paragraphe 1 est en quelque sorte présumée, mais que cette présomption, elle est réfragable, donc il y a une sorte d'articulation entre l'international qui est le principe et l'interne qui est l'exception et qui doit être démontrée. Est-ce que cette présomption d'internationalité vous semble adéquate dans le monde numérique actuel? Et si oui, est-ce que
la preuve contraire vous semble envisageable. Geneviève, peut-être pour enchaîner. Merci. Bien, malgré, comme vous l'avez indiqué en introduction, la croissance importante du commerce électronique, je pense que parfois, il faut prendre un peu de recul pour se demander si les principes ils sont adaptés de façon actuelle. Et je pense qu'il faut se souvenir que dans le monde du commerce électronique, il est souvent prétendu que le rattachement territorial est inadapté, donc on remet en question cet article des principes, mais la réalité, c'est que de nombreuses plateformes dans le B2C, par exemple, offrent des sites nationaux qui ciblent des territoires précis. Bon, même si ça n'empêche pas nécessairement les ventes internationales, ça nuance la prétention selon laquelle Internet est détaché de tout territoire. De plus, et là, même si on se place dans le B2B, pour les ventes d'objets matériels, la territorialité comme critère n'est pas inadaptée puisque la fabrication, la livraison de produits sont nécessairement faites en des lieux géographiques. Et il faut dire que les biens matériels constituent encore 75% des échanges internationaux. Finalement, même pour les biens intangibles ou les services, le paiement électronique requiert typiquement une adresse pour l'acheteur, même si la localisation du vendeur peut demeurer inconnue ou que le vendeur ne puisse pas avoir accès à l'adresse donnée par l'acheteur. Évidemment, un des éléments perturbateurs du paiement en crypto-monnaie serait justement d'échapper à cette localisation pour les deux parties, pour ce qui est des biens intangibles ou les services du moins. Et dans ce cadre-là, peut-être que le critère d'internationalité ou la présomption ne fonctionnerait pas, telle qu'elle est présentement indiquée dans les principes. Mais pour l'instant, le paiement par crypto-monnaie pour des biens ou des services est encore exceptionnel. Il y a moins de 20 000 commerçants à l'échelle mondiale, ce qui est un nombre très petit, et même pas Amazon. Donc, même sur le Amazon Business, les parties ne peuvent pas transiger en payant avec des bitcoins. S'il faudrait donc peut-être envisager un critère différent d'internationalité pour certains types de contrats, il reste que, à mon avis, le critère demeure pertinent pour la grande majorité des transactions B2B, même dans le monde numérique aujourd'hui. Florence, peut-être un commentaire sur l'économie de la blockchain, en particulier les smart contracts qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, bien volontiers, je pense que dans ce type d'économie blockchain, on est dans des relations qui sont intrinsèquement internationales. Donc, la plupart du temps, ce sont des relations internationales, pour ne pas dire toujours des relations internationales. Donc, pour moi, la présomption d'internationalité qui est posée à cet article, elle est tout à fait adaptée à cette économie, cette crypto-économie. Cela dit, ce qui est embêtant, plus délicat à traiter, c'est le renversement possible de la présomption. Donc, je ne vois pas trop comment pouvoir appliquer des quelconques critères qui permettraient de démontrer que la relation n'est pas internationale, cas échéant. Donc, par exemple, par la localisation des parties, au domicile ou à l'établissement des parties, ça va être très difficile à déterminer, ou alors par d'autres éléments comme lieu de conclusion ou d'exécution du smart contract. Comme tout cela intervient en ligne, ça va être difficile de déterminer que la relation en réalité n'est pas internationale. Donc, pour la présomption, oui. Pour le renversement de la présomption, je suis plus dubitative. Et personnellement, je trouve qu'une règle qui est beaucoup plus intéressante, c'est celle qui figure à l'article 3 de la Convention de l'AE sur les titres intermédiaires. Je reviens à cette convention qui, je trouve, est bien adaptée de ce point de vue-là et qui prévoit qu'en fait, une relation est internationale lorsqu'elle comporte un conflit entre les lois de différents États. Et je pense que c'est une définition qui est plus pertinente dans le cadre de la cryptoéconomie que celle qui figure à l'article 1, paragraphe 2 des principes, puisqu'il y aura pratiquement toujours un conflit entre les lois de plusieurs États. Donc, on pourra toujours partir du principe que la situation est internationale. Et il n'y aura pas de renversement de la présomption, si je puis dire. Il n'y aura pas de présomption. Exactement, c'est l'idée. Très bien. Alors, voilà ce qu'on voulait faire valoir ou remarquer, en tout cas à propos du champ d'application des principes. Maintenant, il faut bien comprendre qu'un contrat qui tombe dans le champ d'application des principes va permettre aux parties de choisir la loi applicable à ce contrat. C'est tout le but des principes que de permettre cette liberté de choix telle qu'elle est énoncée aux articles 2 et 3 de ces principes. Si on regarde l'article 2, on voit qu'il permet aux
aux partis de choisir la loi d'un État, éventuellement même plusieurs lois. Vous le disiez, Florence, en introduction. Est-ce que finalement, ça a quand même un intérêt pour des partis à un contrat du monde numérique de choisir la loi d'un État particulier pour régir leur contrat? Florence, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sous l'angle des blockchains en particulier? Alors oui, d'abord, je pense par rapport à la manière dont on pourrait désigner cette loi. Une question qui, à mon avis, est intéressante, c'est de savoir dans quelle mesure le choix de loi, l'élection de loi pourrait être imposé par la, entre guillemets, plateforme blockchain à ses différents utilisateurs, c'est-à-dire conditionner l'accès à la blockchain à une élection de droit qui serait imposée aux différents utilisateurs. Alors ça, c'est un élément qui n'est pas impossible dans la mesure où certaines plateformes blockchain sont régies par des administrateurs centraux. Donc là, on pourrait tout à fait envisager que l'élection de droit soit imposée en tant que condition d'accès. C'est plus délicat dans l'hypothèse où on est dans un système de registre distribué sans système d'autorisation. Ça sera probablement dans ce cas-là plus compliqué de considérer qu'on puisse imposer une élection de droit. Par exemple, sur Bitcoin, il n'y a pas d'élection de droit qui est prévue. Donc, c'est déjà un élément, à savoir comment on peut prévoir l'élection de droit. Un autre élément serait de mettre l'élection de droit dans le code directement. Par exemple, mettre une élection de droit dans le code d'un smart contract. On ne soit pas exclu de le faire. Dans ce cas-là, on pourrait choisir une loi nationale, c'est tout à fait possible. Comme on peut choisir au sens des principes une loi nationale qui n'a pas de lien particulier avec les parties ou la transaction. Ça, c'est un élément intéressant, c'est ce qu'on trouve à l'article 2, paragraphe 4. Aucun lien n'est requis entre la loi choisie, les parties ou leurs transactions. Donc, c'est bien, parce que par rapport à un smart contract, ça va être difficile d'établir ce lien, comme je disais tout à l'heure. Donc, cette règle-là est particulièrement adaptée à cet environnement de la crypto-économie, puisqu'on n'aura pas besoin d'avoir un lien particulier, notamment un lien géographique entre la loi choisie et les parties ou la transaction. C'est un avantage par rapport au smart contract. Mais cela dit, pour ce qui est des transactions blockchain, dans le sens où elles sont intrinsèquement internationales, je me pose effectivement la question de savoir si ça fait du sens de désigner une loi nationale comme étant applicable. Et là, je suis plus dubitative. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera vraiment à trouver un sens à ce type d'élection de droit en faveur d'une loi nationale. En tout cas, j'ai plus de doutes par rapport à ça. Geneviève, est-ce que vous seriez davantage convaincue? Mais je pense qu'ici encore, il faut faire une distinction entre le blockchain et le commerce électronique plus classique dont je parlais tout à l'heure. Et je pourrais revenir donc sur les points que j'ai faits sur le maintien des liens de territorialité, même dans le commerce électronique B2B, de sorte que la désignation d'un droit national est encore envisageable et donc le fait que les principes font référence à cette possibilité pour les parties demeure pertinente. Mais toutefois, il faut se souvenir que dans le contexte de la vente, du moins de marchandises internationales, on a la Convention de Vienne de 1980 qui a pour objectif donc de proposer des règles matérielles qui nous permettent d'outrepasser la nécessité de faire un choix de la loi nationale. Donc, ça ne vient pas évincer la règle dans les principes, puisque la Convention de Vienne peut être désignée indirectement, désigner un droit national qui l'applique. Et donc, je crois qu'il y a encore adéquation ici entre la règle prévue au principe de désigner un droit national et le commerce électronique. Encore une fois, je rappelle que 75% du marché B2B électronique est basé sur les transactions sur les biens matériels. Mais il faut savoir aussi que les contrats excluent parfois la Convention de Vienne, notamment aux États-Unis, de sorte qu'on retombe éventuellement sur un droit national. Alors, de ce côté-là, il me semble que dans le domaine du commerce électronique classique, la notion d'une désignation d'un droit national garde encore son sens. Très bien, merci. Et que pensez alors de l'article 3 qui permet de choisir des règles de droit implicitement non étatiques et sous certaines conditions, notamment qu'elles soient généralement acceptées au niveau régional, supranational ou international comme un ensemble de règles neutres et équilibrées? Est-ce que cela peut répondre aux besoins, aux attentes des acteurs de ces contrats du numérique? Florence, peut-être un mot là-dessus.
Oui, alors volontiers. Alors, je pense que le choix des règles de droit de l'article 3 est une option très intéressante dans le domaine de la cryptoéconomie. Vous savez probablement que cette question revient toujours de manière récurrente dans tout le domaine des transactions électroniques. Est-ce qu'il existe des règles supranationales qui pourraient être appliquées dans ce domaine? Est-ce qu'il serait opportun de définir un système d'autorégulation, c'est-à-dire des règles qui seraient définies par la communauté auquel elles s'appliquent? Cette question revient, notamment dans le cas de la cryptoéconomie, où il a été proposé d'adopter un ensemble de règles propres à cet environnement qui serait défini par le terme de lex cryptographia, par exemple, sur le modèle de la lex mercatoria, mais lex cryptographia pour tout ce qui est en lien avec la cryptoéconomie. Alors, l'idée est bonne. On pourrait donc envisager une autorégulation de cette manière, définir des règles de droit au niveau supranational. Ces règles de droit, bien sûr, correspondraient aux attentes des utilisateurs, seraient définies par les utilisateurs, donc présenterait un certain nombre d'avantages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en est encore loin. On est loin d'avoir ce type de corps de règles qui définirait les usages de la blockchain. On ne peut pas considérer qu'il y ait des règles de droit non étatiques au sens de l'article 3 qui existent déjà dans cet environnement. Le problème aussi, c'est que si ces règles sont incomplètes, s'il y a des lacunes, il faudrait toujours pouvoir retomber sur une loi nationale pour compléter les lacunes en question. Et là, on revient dans ces difficultés à pouvoir trouver quelle loi nationale pourrait justement servir à combler les éventuelles lacunes de cette lex cryptographia. Cela dit, si on essaye d'étendre ce concept de règles de droit non étatiques au sens de l'article 3, donc, si on accepte d'aller au-delà des termes, au-delà des règles de droit généralement acceptées au niveau régional, supranational ou international comme un ensemble de règles neutres et équilibrées, ce qui est inexistant pour l'instant dans le domaine de la cryptoéconomie, si on va au-delà, qu'est-ce qu'on pourrait pouvoir accepter? On pourrait par exemple accepter des règles qui seraient généralement acceptées dans un monde numérique particulier. Donc, on peut envisager qu'un certain monde numérique, par exemple une plateforme de gaming, soit gérée par des règles particulières propres à ce monde. Ça, c'est évidemment tout à fait envisageable. On peut aussi envisager qu'à l'avenir, un jour, on ait un ensemble de règles, un corps de règles qui serait défini par la communauté à laquelle elle s'appliquerait, qui serait un ensemble de règles qui s'appliquerait donc au monde numérique, au singulier, mais je pense qu'on en est encore loin, même si avec le développement du Web3, on va peut-être voir arriver un métaverse un jour. Je pense qu'on est encore loin de ce métaverse universel et unique qui serait défini par un corps de règles unique. Donc voilà, c'est peut-être une perspective d'avenir, mais pour l'instant, je pense qu'on en est encore malheureusement relativement loin et qu'on aura de la peine à définir justement ce corps de règles au sens de l'article 3. Donc pour la cryptoéconomie, on est un petit peu coincé. Parce que le choix d'une loi nationale n'est pas vraiment adapté. Et puis, le choix de règles de droit non étatiques, je pense que le concept est encore défini de manière trop serrée à l'article 3 pour qu'on puisse l'utiliser de manière utile. Geneviève, quelques remarques de votre côté? Oui, mais je pense que ce que dit Florence, c'est plein de bon sens et donc il faut regarder la situation aujourd'hui, si on se demande est-ce que les principes sont adaptés ou non et traiter séparément de l'avenir qu'on ne connaît pas, mais évidemment, l'idée, c'est est-ce que les principes peuvent avoir une pérennité, donc est-ce qu'ils peuvent réagir aux changements dans les marchés. Et je dirais que par rapport à la possibilité de désigner les règles de droit, je ne crois pas que ce soit l'article le plus utilisé par rapport au principe. Et je dis ça pas parce que je suis pas d'accord avec cette disposition, bien au contraire, mais on sait qu'aujourd'hui, la plupart des systèmes nationaux ne reconnaissent pas la désignation. Donc, la capacité pour les parties de désigner un droit non étatique, du moins si la question se pose dans un litige devant une instance civile. Et donc, cet article des principes est un article qui ne correspond pas aux règles du droit positif actuelles généralement. On sait qu'il y a des exceptions, notamment avec la loi au Paraguay et en Uruguay, mais ce sont des exceptions. Et même dans le contexte de l'arbitrage international, où la désignation des règles non étatiques, elle existe, dans les faits, ça demeure encore exceptionnel. Alors, pour moi, quand on regarde cette règle dans les principes, elle vise plutôt à inviter une reconsidération de cette différence qui existe en droit positif entre le traitement de l'autonomie
dans le contexte des litiges dans les instances civiles étatiques et dans le contexte de l'arbitrage international. Alors, si une lex cryptographia venait être développée, comme a dit Florence, et là, on se retrouve très loin avec toutes les difficultés qu'elle a identifiées, on peut dire que les principes seraient en mesure de reconnaître la possibilité pour les parties de la désigner, donc seraient adaptés, mais pour le reste, pour le commerce électronique traditionnel, si j'ose l'appeler comme ça, je pense que cette disposition demeure adaptée dans le sens où elle n'a pas vraiment beaucoup vocation à s'appliquer de toute façon. Voilà, je m'excuse d'avoir une perspective plus négative. Très bien, mais merci, c'est utile et instructif tout de même. Alors, si j'en viens maintenant à la suite, finalement, des principes qui est le consentement à ce choix de la loi applicable ou des règles de droit applicables, on voit que quand on regarde les articles 4 et 5 en particulier, de ces principes, que les principes sont très libéraux quant au mode d'expression du consentement, quant au mode d'expression du choix, qui peut être express, mais aussi tacite, qui se fait également sans aucune condition de forme, sauf convention contraire des parties qui doit être très rare. Est-ce que c'est bien raisonnable, ce libéralisme dans le contexte du monde numérique, compte tenu de l'enjeu que constitue ce choix? Et on peut se poser la question notamment en comparant la position des principes avec celle de la Convention de La Haye, cette fois-ci sur les accords exclusifs d'élection de fort, convention qui requiert tout de même un écrit ou en tout cas une consignation durable de l'accord sur le choix du fort. Est-ce qu'on devrait aller dans cette direction en ce qui concerne le choix de la loi? Geneviève, peut-être une réponse de votre part. Oui, merci. Mais quand on a discuté entre nous en préparation, on a noté qu'il y a peut-être une incongruité ici entre l'absence de formalisme pour le choix de la loi applicable et la règle sur le choix implicite. Donc, l'absence de formalisme permet une entente verbale expresse sur la loi applicable, alors que la règle en matière de choix implicite exige implicitement un écrit puisqu'on se réfère au terme du contrat. Mais bon, c'est pas l'objectif principal de notre réflexion ici. Il y aurait lieu de se demander, comme vous l'avez dit, pourquoi la clause d'élection de fort et la clause d'arbitrage, par ailleurs, dans les conventions internationales et les lois nationales, doivent être écrites, mais pas la clause d'élection de loi. À mon sens, c'est sans doute parce que l'exclusion des juridictions civiles nationales par la clause d'élection de fort ou la clause d'arbitrage est perçue comme engageant l'ordre public de manière plus caractérisée que l'exclusion d'une loi contractuelle nationale, possiblement. Mais quoi qu'il en soit, dans le contexte du commerce électronique, il me semble qu'une entente verbale, donc l'absence de formalisme complet, serait plutôt exceptionnelle, sinon généralement exclue, puisque les parties communiquent par voie électronique. Ainsi, il est difficile d'imaginer que l'absence de formalisme prévu par les principes ait une incidence dans le monde numérique. Et de toute façon, on s'attend à ce que dans le monde numérique, pour que, la transaction ou l'échange doit respecter les règles de pérennité documentaire que vous avez mentionnées dans la Convention sur les élections de fort, mais aussi dans la plupart des lois sur les échanges électroniques, on impose des obligations de pérennité de sorte que les principes ici ne semblent pas inadaptés puisque le problème qu'on pourrait identifier, à mon sens, ne se pose pas dans le monde numérique. Florence, un mot très rapide peut-être parce que le temps file sur ce point. Oui, volontiers. Donc, on envisage plutôt les smart contracts qui ne sont pas adossés à un autre contrat, donc qui existent indépendamment de tout autre contrat. Dans ce cadre-là, l'élection de droit, elle peut être soit dans les conditions d'accès à la blockchain, comme je disais tout à l'heure, soit dans le code même du smart contract. C'est finalement les deux options possibles. Donc, dans ce cadre-là, à mon avis, l'absence de formalisme est tout à fait adaptée, puisque précisément, ça sera sous une forme un peu différente de celle qu'on a l'habitude pour des contrats classiques. Donc, le fait qu'on puisse mettre, par exemple, une élection de droit dans le code d'un smart contract
semble entrer justement dans les exigences de forme qui sont prévues dans les principes, et c'est un élément important. Là, je pense qu'il y a quand même une réserve à faire, c'est qu'il faut que l'élection de droit soit écrite dans un langage qui soit compréhensible pour tous, ou que tous puissent voir cette élection de droit, et puis aussi qu'on puisse notamment la voir en consultant le registre, donc en consultant le registre de la blockchain. Donc, ce sont peut-être des éléments qu'il faudra ajouter, mais pour le reste, je pense que la règle est adaptée. Alors, est-ce qu'on peut en dire autant de l'article 6, cette fois-ci, 6 paragraphe 2 des principes, qui énonce une règle de protection, en quelque sorte, qui est basée sur des liens territoriaux, puisque la partie à qui on oppose le choix de la loi applicable peut se retrancher derrière la loi de l'État où son établissement est situé. On le voit ici, lorsqu'il ne serait pas raisonnable d'apprécier ce consentement, d'après la loi choisie, en fait, et la partie en cause peut se référer à la loi du pays ou de l'État dans lequel est situé son établissement. Est-ce que ça peut avoir une portée réelle et pertinente dans le cadre de la blockchain, par exemple, Florence? Est-ce que ça peut être adapté? Alors, je pense que cette règle protectrice n'est pas vraiment adaptée dans ce domaine-là, puisqu'à nouveau, ça fait référence à l'établissement d'une partie. Cet établissement d'une partie va être difficile à anticiper, surtout si on est dans un contexte d'anonymat ou de pseudonymat. Donc, ça va être difficile de savoir à l'avance quelle loi pourrait être en quelque sorte sortie du chapeau de cette personne qui dirait qu'elle n'a pas de consentement par rapport à cette loi-là. Donc, ça me semble introduire un manque de prévisibilité très important, et donc une insécurité juridique aussi extrêmement importante, qui est beaucoup plus forte que si on connaît l'autre partie et qu'on sait où se trouve son établissement. Donc, de ce point de vue-là, cette règle n'est pas adaptée à l'environnement des smart contracts. La question que je me posais dans ce cadre-là, c'est est-ce qu'on pourrait admettre qu'une partie puisse désigner un lieu d'établissement de son choix en disant, eh bien, mon établissement se trouve dans tel état, en faisant une sorte d'élection de domicile, entre guillemets, donc en choisissant le lieu où elle aurait son établissement, et puis de pouvoir dire que cette loi-là est déterminante au sens de l'article 6, paragraphe 2, tout en réservant un éventuel abus s'il devait y avoir abus. Je me réfère dans ce cas-là à l'article 6 de la Convention des Nations Unies du 23 novembre 2005 sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, qui prévoit justement cette possibilité pour les parties de désigner un établissement dans un État et de se référer justement à la loi de cet État, et ça réintroduirait comme ça une certaine prévisibilité. Il n'y a pas dans le cadre d'un smart contract où il n'y aurait pas de possibilité d'identifier l'établissement d'une partie. Merci Geneviève. Un mot aussi assez bref. Oui. Je pense qu'ici, il s'agit d'une règle exceptionnelle de protection qui, encore une fois, est peut-être dans le contexte d'une présomption d'égalité des parties. Hein, ça devrait être quelque chose d'encore plus exceptionnel. Mais si je reviens à mon point sur la présence accrue des PME dans le B2B, dans le monde électronique, elle aura peut-être un rôle plus important à jouer qu'au moment où les principes ont été développés. Et là encore, on aura les difficultés d'identifier la situation des parties, tout en se rappelant qu'il y a quand même une part importante de ces échanges qui sont des biens matériels où on peut localiser les parties. Donc, c'est vraiment seulement pour les biens intangibles ou les services ou l'imprévisibilité que Florence a mentionné pour la cryptoéconomie, je pense, se retrouve aussi dans le contexte du commerce électronique et pour lequel peut-être cette règle aurait besoin d'être revue. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, le temps passe et il est peut-être venu le moment de résumer ou en tout cas de faire un point sur notre discussion à bâton rompu et très exploratoire. Le format n'est quand même pas très adapté à des réflexions très, très approfondies malgré la richesse de vos interventions. Est-ce que je me trompe en disant que malgré tout, les principes et l'autonomie de la volonté semblent des éléments plutôt solides face aux évolutions récentes du monde numérique, même si on doit bien admettre que vis-à-vis de la blockchain en particulier, on voit bien qu'il y a des difficultés de fonctionnement de certaines règles qui seraient très classiques par référence à une situation géographique particulière de telle ou telle partie. Donc là, il y a peut-être effectivement
une obsolescence ou un caractère obsolète de certains éléments des principes, mais pas de la philosophie générale des principes. Ce qui m'amène peut-être, Florence, à vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que la blockchain, par son originalité, ne devrait pas appeler un instrument spécifique, un instrument de droit international privé spécifique? En quelques phrases, parce que le sujet est énorme et très vaste, mais on a peu de temps. Alors, merci beaucoup pour cette question. Je pense que effectivement, ces différents instruments qu'on utilise avec la technologie blockchain, que ce soit les smart contracts ou les cryptoactifs de modèles NFT et autres, pourraient mériter un instrument international de droit international privé. On voit que la principale difficulté, c'est de rattacher ces éléments à un État. Donc, la loi de l'autonomie va certainement s'imposer. Mais encore faut-il qu'elle puisse avoir, cas échéant, des effets sur les tiers, comme c'est le cas, par exemple, dans la Convention sur les titres intermédiaires, pourrait servir de modèle dans ce cadre-là. Et je pense que ça serait plus approprié d'avoir une convention spécifique pour ce type d'actifs, si je peux dire ça ainsi, que d'essayer d'appliquer les principes de l'AE sur les contrats commerciaux internationaux, qui ne sont clairement pas calibrés pour ce type de transactions. Cela dit, l'inconvénient, c'est peut-être qu'on va faire un instrument qui est fait par rapport à une certaine technologie. Et de ce point de vue-là, on ne respecterait pas le principe de base de la neutralité technologique. Et peut-être qu'on est un peu tôt aussi pour se lancer dans ce type d'instrument, mais il y aurait de quoi faire. Je dirais que l'élément le plus important, c'est qu'il faudrait dans ce cadre-là tenir compte des attentes et des besoins des utilisateurs pour pouvoir vraiment faire un instrument qui soit utile et qui soit utilisé par les acteurs de la cryptoéconomie. Merci beaucoup. Un autre point qui est revenu assez souvent dans la discussion, c'est la prise en compte des intérêts des parties ou des commerçants vulnérables. Geneviève, vous avez souvent fait référence à leur situation face aux géants du commerce électronique. Alors, est-ce qu'il faudrait exclure ces commerçants du champ d'application des principes, ou est-ce qu'il faudrait prévoir un mode de consentement particulier avec un régime particulier du consentement au choix de la loi applicable de la part de ces commerçants, ou bien est-ce que tout simplement, et là je le montre à l'écran, on ne peut pas laisser cette protection des parties vulnérables à travers l'article 11 des principes à la charge des lois de police et de l'ordre public international. Qu'est-ce que vous en penseriez, Geneviève? Merci, c'est une grosse question, puis c'est une question qui préoccupe les droits nationaux aussi. Donc, cette question du traitement des parties dans une relation d'inégalité contractuelle dans le B2B, ce n'est pas uniquement dans le monde numérique, dans les transactions internationales, c'est aussi une question qui se pose en droit national. Et souvent, on voit que le droit international privé évolue dans le même sens que le droit national. Alors, ici, on est un peu en train de dire que le droit international privé pourrait agir à l'avance et peut-être en fait que c'est une bonne question et les principes de la haie pourraient être un mécanisme par lequel on réfléchit à cette question. Mais pour l'usage de l'article 11, je ne pense pas que ce soit une façon vraiment de répondre à cette problématique, puisqu'ils sont formulés de manière très restrictive, qui rejoint l'objectif de prévisibilité, donc des principes. Si les lois de police sont appelées à jouer un rôle plus large pour protéger des parties dans le contexte B2B, il me semble que l'utilité de l'instrument est diminuée. Et encore, les droits nationaux évoluent à des rythmes très différents par rapport au monde numérique et à la blockchain, comme l'a dit Florence avant. Et donc, les exceptions de l'article 11 risqueraient de varier de manière significative d'une juridiction à l'autre, ce qui augmenterait l'imprévisibilité. Alors, en mon sens, si on voulait faire quelque chose pour que les principes reflètent peut-être une nouvelle façon de concevoir les relations B2B pour les PME, il faudrait plutôt raffiner le champ d'application et ne pas s'en remettre à l'article 11 pour répondre à ce nouveau contexte. Florence, vous voulez dire un mot dans le contexte plus spécifique de la blockchain ou vous pensez qu'on peut en rester là? Bon, moi, j'aurais une question sur le fait que dans l'article 11, il est surtout fait référence à un contentieux devant les tribunaux étatifs ou les tribunaux arbitraux. Or, on s'aperçoit que dans le monde numérique, les litiges sont parfois résolus au moyen de mécanismes automatisés ou au moyen de procédures qui sont internes aux plateformes, aux places de marché ou à la blockchain. Est-ce que ça ne remet pas en question la pertinence de l'article 11?
Florence, si vous voulez réagir en premier sur ce sujet, et on en terminera par là. Alors, volontiers, mais c'est vrai que si on part dans un mode alternatif de résolution des conflits en ligne, un ODR, de toute façon, l'application d'une loi nationale sera compromise dans bien des cas. Il existe maintenant des mécanismes de résolution des conflits pour les litiges blockchain qui, de toute façon, n'appliquent plus les règles de droit. Donc, ça rend très relatif à notre discussion de ce point de vue-là. Mais moi, je pense que cet article 11 garde toute sa pertinence par rapport justement à les juridictions classiques, si je peux dire ça ainsi, donc devant les tribunaux et puis devant les arbitres. Mais c'est clair que devant un mode alternatif de résolution des conflits en ligne notamment, eh bien, de toute façon, ça sera nettement moins intéressant de se référer à cet article qui sera de toute façon inapplicable. Donc, il y a aussi ça, il faut tenir compte du fait que dans bien des cas, les litiges vont être résolus de manière différente que ce à quoi on est habitué et qu'il y a actuellement des mécanismes de résolution des litiges qui sont en train d'être développés, qui sont adaptés aux attentes justement des intervenants, notamment de la blockchain, et qui sont totalement différents. Donc, ça relativise peut-être un petit peu notre discussion, mais elle reste néanmoins très d'actualité et pertinente. Merci beaucoup en tout cas, Marie-Élodie. Merci à vous, Florence. Geneviève, peut-être un mot aussi sur cette question du contentieux et des modes de résolution. Oui, et est vrai que l'article 11, il est dans un cadre précis. Et par contre, la loi d'autonomie, qui est la règle fondamentale des principes, elle existe qu'on soit dans un contentieux ou non. Donc, l'article 11, il a un effet ou un champ d'application assez limité. Mais de toute façon, je dirais que tout le champ des modes alternatifs, si on exclut l'arbitrage, qu'il soit en ligne ou en personne, qu'on soit en commerce électronique ou en commerce traditionnel, ils opèrent largement en marge du droit, dans le sens que les parties peuvent régler leurs conflits selon d'autres critères, même si le contrat sur lequel porte le différend, inclut la désignation d'une loi applicable. C'est donc pour la raison pour laquelle on parle de mode alternatif. Et le système étatique, il sera impliqué qu'en cas de non-respect d'une entente, si les parties arrivent à s'entendre. Alors, dans ce contexte, les principes n'ont plus vraiment de rôle à jouer, puisque ce sera un autre droit qui va s'appliquer, soit celui sur l'efficacité des transactions extrajudiciaires. Ici, on peut penser à la nouvelle Convention de Singapour sur les accords issus de la médiation internationale qui vient donner un peu un cadre. Donc, dans cette perspective, les principes ne sont pas adaptés au phénomène des modes alternatifs en croissant surtout les ODR, mais parce que finalement, elles ne tiennent pas compte de ce contexte-là. On pourrait peut-être dire qu'il s'agit d'un angle mort qui mériterait réflexion, du moins pour ce qui est de l'article 11, mais n'empêche que ce n'est pas, disons, un défaut fondamental des principes que de ne pas s'y être attardé. Voilà, merci. Merci à toutes les deux pour cet échange très stimulant. Je ne sais pas si il aura été fructueux. J'espère qu'il aura été fructueux pour nos auditeurs et nos spectateurs. Peut-être qu'ils vont maintenant se mettre à réfléchir à un moyen de réviser les principes ou de compléter les principes par un autre instrument. On va voir ce que les années qui viennent nous réservent à cet égard. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces réflexions croisées et convergentes et riches à toutes les deux. Et j'espère donc que cela aura satisfait la curiosité de notre public. Merci à vous deux. Merci beaucoup.